Alors aujourd'hui, 15 décembre 2021, on reçoit Madame Valérie Marcil, qui est nutritionniste, chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine et professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal. Elle est récipiendaire d'une bourse dans le cadre du projet de recherche de HackNCMI et elle va pouvoir nous en parler brièvement un peu de son projet de recherche. Elle va également aborder la recherche actuelle de la nutrition et de l'EM et et répondre un peu à vos questions sur les sujets du quotidien avec la nutrition. Le tout a été inspiré par toutes les questions qu'on a reçues au cours du dernier mois, qu'on lui a toutes transférées. Donc, elle a essayé de synthétiser un peu le tout. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Valérie Marcil. C'est bon? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais partager mon écran. Alors, bien, bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans ce qui ressemble un peu pour moi à un cours en ligne, de me voir comme ça. Je ne vous vois pas, mais je vous vois dans mon cœur. Donc, merci pour l'invitation. Bien oui, alors moi, je fais de la recherche en nutrition au CHU Sainte-Justine et j'enseigne la nutrition à l'Université de Montréal. Je suis invitée aujourd'hui parce que je collabore avec la CEM. On a développé un projet, on a fait récemment là, obtenu une subvention. Une petite subvention, 25 000 $, mais quand même, ça va nous permettre de semer des graines dans lesquelles on va étudier la relation entre les apports nutritionnels, donc la diète, la nutrition, et des métabolites qui sont dérivés du microbiote intestinal. Donc, le microbiote intestinal, les bactéries qu'on a dans l'intestin, toutes ces bactéries-là communiquent avec notre corps à travers différents métabolites. Donc, nous, on va doser ces métaboliques-là chez des patients avec le EM. Et donc, c'est un projet là, qui commence très bientôt, là, dès qu'on dépose au comité d'éthique. Et ça devrait durer un an. Et c'est quand même un petit projet. On va recruter 30 patients. Mais ça va quand même nous permettre de générer des hypothèses et de pouvoir bâtir des plus gros projets pour aller chercher des subventions plus importantes là, pour étudier quelque chose qui me tient à cœur, là, la nutrition dans l'EM. Donc, ça me ferait plaisir de vous en parler plus, là, mais des fois, là, je veux pas m'étendre. Je suis capable de vous parler de mes projets de recherche des heures et des heures. Si vous avez des questions, là, je pourrais y répondre. Mais c'est le projet qu'on va faire en collaboration avec la CEM au cours de la prochaine année au CHU Sainte-Justine. Donc, aujourd'hui, vraiment, ce dont je veux vous parler, bien, je vais commencer par vous expliquer un petit peu, on en est où en est la recherche sur la nutrition et le M. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans la littérature? Il n'y a pas énormément de choses, là, malheureusement, mais il y a quand même des petites pistes qu'on peut regarder et qu'on pourra suivre dans les prochaines années. Et j'avais obtenu aussi plusieurs questions de la part des membres de l'association en lien avec l'alimentation et l'état de santé. Et donc, j'ai essayé de regrouper ça par thème pour répondre au plus de questions possibles. Et ça me fera plaisir en plus là, de prendre des questions supplémentaires. Donc, à ce jour, la recherche en nutrition et le M, c'est pas très bien développé, comme je vous disais. Il y a des petits essais cliniques qui ont été mis sur pied. Rien pour que je vous dise aujourd'hui, ben, j'ai trouvé la voie, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, je pense que vous êtes au courant encore plus que moi. Donc, il n'y a pas encore de solution miracle ou d'approche nutritionnelle miracle par rapport à ça. Les données probantes, là, comme on appelle, là, les données solides, là, sont quand même petites. Il faut savoir, la recherche en nutrition, c'est un défi parce que, tu sais, qu'est-ce qu'on mange, c'est une partie de l'équation au niveau de la santé. Il y a plusieurs variables qui vont interférer. Donc, par exemple, pour en venir aux recommandations actuelles
pour la population générale. Tu sais, c'est des années de recherche en nutrition avec des études d'association, des études chez les animaux, des essais cliniques chez l'humain. Mais la nutrition, c'est pas souvent, ce n'est pas une pilule qu'on donne. Donc, il y a plusieurs autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc, c'est quand même quelque chose de très complexe. Mais les études à ce jour sont très petites. Donc, souvent, il y a très peu de sujets, une dizaine, une vingtaine. Donc, c'est pas que c'est que ça veut dire que c'est nul, mais ça veut dire qu'il faut toujours les prendre avec un grain de sel avant là, d'assumer d'emblée que tout ça s'applique à tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un manque de consensus dans les résultats obtenus. Beaucoup de résultats contradictoires. Ça veut dire qu'il y a une petite étude qui va dire qu'il y a un effet sur tel paramètre, par exemple la fatigue ou les niveaux d'énergie, et l'autre petite étude va être faite de manière un peu semblable et va trouver des résultats complètement à l'opposé. Il n'y aura pas d'effet. Mais bon, donc, comme je vous dis, il n'y a pas de consensus. Il y a aussi des essais cliniques qui sont en cours. Et je veux vous dire aujourd'hui, ben, tu sais, des pistes de recherche, parce que c'est sûr, moi, je suis chercheuse. Donc, ce que je veux, tu sais, on veut voir c'est quoi, on essaie de voir qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qu'on veut développer dans l'avenir. Donc, oui, il y a des choses qui sont, même si maintenant, on n'a pas encore de bonnes données probantes, ben, on veut éventuellement en développer puis en avoir. Donc, qu'est-ce qui est étudié ou qui a été étudié à ce jour? Et là, tout ça, je vous le présente en gardant dans votre tête qu'il y a un grain de sel, que les évidences ne sont pas solides, mais quand même, ce sont des choses qui sont étudiées. On parle de l'ubiquinol 10, du NADH, puis ça, je vous l'explique là après. La vitamine D3, des probiotiques, des polyphénols, la carnitine, la vitamine B12, je vais vous en donner quelques exemples. Donc, malheureusement, il n'y a aucune étude qui a démontré de bons résultats significatifs ou concluants, mais quand même, ce sont des pistes. Donc, c'est quoi ça, le NADH et la coenzyme Q là, ou l'ubiquinone? Regardez ça, si c'est joli, c'est ce qu'on appelle une mitochondrie. Donc, la mitochondrie, ça se trouve à l'intérieur de nos cellules, de toutes nos cellules, et c'est notre usine à énergie. Donc, la mitochondrie, ça fait une activité qu'on appelle, c'est un long mot, là, la phosphorylation oxydative. Bon, c'est pas grave, mais ce que ça fait, c'est que ça prend les nutriments qu'on mange et ça les transforme en énergie. Donc, c'est vraiment notre usine en énergie, c'est absolument nécessaire. On en a plus qu'une dans nos cellules, donc on a, ça a son propre ADN, c'est comme un organelle là, en soi super intéressant. Et la NADH, la coenzyme Q, ce sont des suppléments. Donc, ce n'est pas quelque chose, on en retrouve en une infime quantité dans l'alimentation, mais c'est vraiment donné sous forme de suppléments. Et ce que ça fait, c'est que ça va... Est-ce que ça le fait vraiment? Mais le but, ce qu'on veut que ça fasse, c'est de promouvoir la production d'ATP. L'ATP, c'est de l'énergie, c'est notre molécule énergétique, si on veut. Donc, pour permettre là, de réduire la fatigue, améliorer les aptitudes cognitives. Et il y a des petites études qui ont montré que donner des suppléments de NADH et de coenzyme Q pouvait entraîner une réduction de la fatigue par rapport au placebo. Encore là, c'est des petites études. Bien, il n'y a pas beaucoup d'études. Les échantillons là, de patients sont petits. Le nombre de patients est petit. Ils n'ont pas traité non plus pendant longtemps. Et je mettrai un bémol, justement, quand ces petites études-là, souvent, les compagnies vont s'y approprier peut-être rapidement. Donc, le marketing va s'en approprier très rapidement pour dire que ça fonctionne, que ça a un effet, même s'il y a 2 études de N égale 10, de 10 patients qui ont été faites, qui ont montré ça, et d'autres études ne l'ont pas montré. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas le recommander, mais c'est quelque chose, mais je peux quand même m'y intéresser. Et quelque chose qu'on peut suivre aussi. D'autres choses qui sont étudiées, ce sont les polyphénols. Là, je vous sors des longs mots cet après-midi, mais sûrement vous en avez entendu parler, ou en tout cas peut-être pas, c'est pas grave, mais ce sont des molécules antioxydantes qui proviennent des plantes. Donc, des polyphénols, là, il n'y en a pas seulement un, là, il y a toutes sortes de polyphénols. On peut penser à l'isoflavone là, dans le soya, resveratrol dans le vin, peut-être que vous en avez déjà entendu parler.
Et ce qui arrive, c'est que les polyphénols, je vous parlais de l'intestin tout à l'heure et je vais y revenir aussi, puis je vais revenir sur le stress oxydant plus tard. Ils ne sont pas complètement absorbés par l'intestin. Oui, ils ont des propriétés antioxydantes, mais non seulement ça, parce qu'ils restent dans l'intestin, ils vont être métabolisés par les bactéries intestinales et ils vont produire, il y a des métabolites qui vont être produits et ces métabolites vont se rendre au cerveau, à nos organes et aller comme des signaux finalement, signaliser différents messages. Donc, c'est comme ça qu'ils peuvent agir. Et il y a des études animales sur les flavonoïdes et les catéchines qui sont des types de polyphénols qui ont montré que ça améliorait l'endurance, ça diminue l'inflammation, ça diminue le stress oxydant. Donc, il y a peut-être quelque chose ici là, qui pourrait être, qui est étudié dans le M et qui pourrait peut-être avoir des effets bénéfiques un jour, mais encore là, quel polyphénol, en quelle quantité, à quel moment, ça, ce n'est pas déterminé. La vitamine D, sûrement, vous en avez entendu parler, on en a toujours parlé de la vitamine D, là, ce qu'on appelle la vitamine soleil. Soleil, pourquoi? Parce qu'elle est synthétisée par notre peau suite à l'exposition au soleil, mais on en trouve aussi dans l'alimentation. Donc, naturellement, on va en trouver dans les poissons gras, le foie, l'huile de foie de morue, donc dans les produits animaux, parce que eux aussi doivent le synthétiser. Et les laits, entre autres, là, est enrichi en vitamine D. Donc, ça a un rôle pour maintenir une bonne santé osseuse et pour tout ce qui est le métabolisme du calcium, être sûr que notre calcium qu'on ingère soit utilisé adéquatement dans notre corps. On a besoin de vitamine D. Mais ça a aussi un rôle au niveau du système immunitaire. Donc, ça aurait des impacts positifs sur le système immunitaire et ça a aussi des impacts anti-inflammatoires, des rôles anti-inflammatoires. Donc, on y a accordé beaucoup de propriétés à cette vitamine D à cause de ces niveaux-là. Je vous dirais que dans certaines pathologies, les niveaux d'évidence sont plus grands, mais ça demeure encore controversé. Ça demeure encore qu'il semble que même si on a des niveaux faibles, du moins dans les pays nordiques, là, pendant l'hiver, ça demeure encore que c'est probablement pas une panacée. Ah là, ça, c'est mon dada, les probiotiques et les prébiotiques. Donc, qu'est-ce que c'est des prébiotiques? Les prébiotiques, je vous disais, dans l'intestin, il y a des millions de bactéries. Il y en a des bonnes, il y en a des un petit peu moins bonnes, il y en a des mauvaises. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut nourrir nos bonnes bactéries pour qu'elles prennent le dessus sur les bactéries qui ont des effets plus néfastes sur la santé. Là, entre autres, ça a été associé au gras corporel, au diabète, à la stéatose hépatique non alcoolique. Et qu'est-ce qu'il y en est dans le M de ces bactéries intestinales? Il y a des petites études, il y a des petites données qui montrent qu'il pourrait avoir peut-être de certaines bactéries qui sont différentes des personnes, je vous dirais, entre guillemets, là, saines, là, en des contrôles en santé. Mais encore là, les études sont très petites et c'est ça qu'on veut développer à l'avenir. Mais qu'est-ce qui arrive si on donne des prébiotiques? Des prébiotiques, ce sont vraiment des ingrédients alimentaires qu'on ne digère pas totalement, donc ne sont pas absorbés dans le petit intestin, donc il va se rendre dans le gros intestin, dans le côlon, puis à cet endroit-là, ils vont servir de nourriture pour les bactéries et pour les bonnes bactéries, pour les bactéries qui sont bénéfiques à la santé de l'organisme. Et ça, ce sont les aliments qui contiennent des fibres résistantes à la digestion. Là, on peut penser aux légumes, aux produits céréaliers à grains entiers, là, par exemple. Quand on parle de probiotiques, là, c'est qu'on donne directement les micro-organismes. On vous donne directement des bactéries. Ça peut être par comprimé, ça peut être dans une boisson qu'on va boire, ça peut être comme un yogourt. On va en trouver dans les produits laitiers fermentés. Des fois, on va donner ça en poudre, en sachet. Voilà.
Et symbiotique, ben, c'est une combinaison des deux. Là. On va faire une concoction entre les prébiotiques et les probiotiques. Probiotiques, là, par exemple, le yogourt, c'est un probiotique. Là, c'est un produit laitier fermenté. Ça contient tout simplement des lactobacilles et on donne des bactéries à notre système digestif. Donc, ça, c'est une autre piste de recherche. Une autre piste de recherche, c'est des études qui ont eu lieu ou en cours, les acides gras oméga 3. Donc, les acides gras oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés. Donc, polyinsaturés, ça veut dire que c'est des longues chaînes de carbone avec des doubles liens. Là. Excusez mon explication biochimique, mais ce sont des acides gras qui sont très fluides. Là. Imaginez, là, une chaîne de carbone, une chaîne de quelque chose qui est capable, là, qui est fluide, là, qui est capable de bouger. Quand on parle d'acide gras saturé, il n'y a pas de double lien, donc c'est quand même rigide, ça ne bouge pas. Donc, on peut penser, par exemple, au beurre ou au Crisco, qui est solide à température pièce. Ça contient principalement des acides gras saturés. Vous voyez, c'est solide, les chaînes sont rigides. Les acides gras polyinsaturés, on pense aux huiles végétales, par exemple, qui sont liquides à température pièce. Donc, les molécules sont beaucoup plus fluides. Et quand on parle des acides gras oméga 3, ce sont ceux qu'on retrouve là, dans les poissons, dans les algues, dans les graines de lin. Et il y a beaucoup d'études. C'est clair que les acides gras oméga 3, puis je vais vous en reparler plus loin, ont un impact sur l'inflammation et peuvent contribuer à diminuer le risque de maladies chroniques là, comme les maladies cardiaques, le diabète, l'arthrite. Donc, il y a un lien ce sont des précurseurs de molécules anti-inflammatoires. Mais ils jouent aussi un rôle dans la neuroinflammation et dans la dépression. Ils jouent aussi un rôle dans l'inflammation au niveau du cerveau. Et à cause de ça, il y a des liens qui sont faits avec l'EM et peut-être le lien inflammation-EM. Il y a des études qui sont faites. Encore là, je ne peux pas vous donner des recommandations aujourd'hui. Là, il est trop tôt. Donc ça, ce sont des exemples, des essais cliniques qu'on voit, qui ont été faits, qui sont en cours, et qui sont, je vous dirais, on est au début là, de l'ère nutrition et EM, on est vraiment au début de la recherche dans ce domaine-là, en espérant que ça va évoluer avec les années. Rapidement, on espère. Je veux répondre à vos questions sur différents aspects de la nutrition en lien avec la santé et votre condition. Mais avant ça, j'ai pensé vous présenter juste quelques diapos, là, ce que j'appelle Nutrition 101, juste pour qu'on mette nos connaissances un peu tout le monde au même point. Pour pas qu'il y ait de confusion, là. Les nutriments, dans quel groupe on retrouve ça? Donc, qu'est-ce qui contient quoi finalement? Quand je parle de glucides, on retrouve quoi? Quand je parle de fibres alimentaires, on retrouve ça où? Donc, si on pense aux légumes et aux fruits, mais ça, ce sont des bonnes sources de glucides. Le glucide, là, il y en a qui appellent ça sucre aussi, mais les glucides, ça l'englobe des sucres simples, là, comme le sucre blanc, jusqu'à des sucres plus complexes, là, comme par exemple l'amidon, et des sucres vraiment complexes, là, comme les fibres alimentaires. Donc, les légumes et les fruits, ça contient ça, beaucoup de glucides. Donc, ça, ce sont des sources d'énergie, les glucides. C'est facile à être métabolisé. Les sucres sont faciles à être métabolisés par notre mitochondrie là, que je vous mettais tout à l'heure. Le coût énergétique là, pour produire de l'énergie avec un sucre, c'est beaucoup moins grand, là, par exemple, qu'avec un lipide. Ça contient des vitamines, des minéraux et des composés phytochimiques. C'est un grand mot, mais par exemple, les polyphénols dont je vous ai parlé tout à l'heure, les légumes et les fruits, ça contient ça. Des produits céréaliers, donc qui sont faits à base de céréales, ça contient aussi beaucoup de glucides. Donc, entre autres, s'ils sont agrémentés, ça va contenir, entre autres, des fibres alimentaires, mais aussi de l'amidon,
des sucres là, plus complexes. Ça va contenir certaines vitamines, là, dont des vitamines du groupe B, là. Pas par exemple la B12. La B12, on va trouver ça dans les produits animaux. Ça va contenir certains minéraux comme le fer et aussi des composés phytochimiques à ce moment-là, comme des phytostérols. Des légumineuses. Les légumineuses, c'est drôle parce que ça renferme des fibres puis des protéines. Et ça, on en parle souvent, là, les apports en protéines et en fibres. Donc, ce sont des bonnes sources de protéines et de fibres à la fois. Donc, c'est vraiment une belle combinaison. Ça ne contient pas beaucoup de gras, pas beaucoup de lipides. À part l'arachide et le soya, là, qui en contiennent un petit peu plus. Ça contient plusieurs vitamines, plusieurs minéraux. Donc, vous comprendrez que c'est assez gagnant. Je me permets de poser une petite question que j'attendais, je croyais, mais je pense que ça se porte bien. Là, il y a quelqu'un qui demandait si pour les aliments, surtout les légumes, est-ce que cuire ou bouillir les dénature? Puis est-ce qu'on serait mieux de les manger crus? Puis il parlait aussi de congélation, s'il y avait une différence entre les légumes congelés, les légumes frais. Peut-être aussi je rajouterais en canne, des fois on ne sait pas. Puis combien on peut les garder de temps congelés? OK. Pour ce qui est de la congélation, non, ça n'altère pas, ou en tout cas très, très, très peu, là, le contenu en vitamines. La cuisson va les altérer un peu, des fois positivement, par exemple, des fois, ça va augmenter la biodisponibilité, donc on va être plus capable de l'absorber. Des fois, tu sais, c'est sûr qu'il y a quand vous voyez que l'eau change de couleur, par exemple, ça peut aller dans l'eau. Mais moi, je suis de l'école de ne pas m'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Honnêtement, si ça peut les rendre plus digestibles pour vous, si vous les aimez mieux comme ça, tu sais, il en reste, là. Il en reste beaucoup, là. Donc, mangez-les comme vous les aimez ou comme c'est pratique pour vous de les congeler, de les prendre en conserve. Manger quand vous pouvez être le plus diversifié possible et que ça soit pratique et que ça soit digestible pour vous, que vous les aimez. Je tends plus là-dedans. Oui, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des différences. Il y a toujours des petites différences là, si on va là, dans le micro. Là. Mais l'alimentation là, et son effet sur la santé, c'est pas dans le micro que ça se passe. Ça se passe dans le macro, ça se passe dans l'équilibre, ça se passe dans ce qu'on additionne au jour le jour. Et non, s'il y a un petit peu moins de vitamine K ici, puis là, on a perdu un peu de B2, puis là, on a gagné un peu de digestibilité de vitamine bêta-carotène. Donc, la réponse courte, c'est faites-vous-en pas trop avec ça. Merci. À mon humble opinion. Puis combien de temps que ça se garde? Les légumes congelés, ça se garde assez longtemps. J'ai pas la bonne réponse pour combien de temps exactement, là, mais il devrait pas. Ça doit se garder de semaine à mois. Là, je vous dirais, là, vraiment, Google va être meilleur que moi pour vous répondre avec un temps exact, mais ça ne cause pas vraiment de problème. Là. Je vois pas vraiment de problème. Si vous l'achetez d'une compagnie, il va y avoir une date de péremption dessus. C'est probablement bon après cette date-là. Donc, peut-être que ça fait 10 ans, c'est un peu trop, là, mais ça doit se garder quand même assez longtemps. Les produits laitiers, où ça contient du sucre, le lactose, c'est un type de sucre complexe, un disaccharide, mais c'est un type de sucre. Ça contient des lipides, donc des gras, à part des produits écrémés, et des protéines. Ça contient certaines vitamines, dont la riboflavine, des minéraux, calcium, phosphore. Celui qu'on voit est enrichi de vitamine D. Tout ce qui est les animaux marins, là, de l'océan ou de l'eau douce, c'est des bonnes sources de protéines. Ça va renfermer. Donc, les protéines, on en trouve là, dans les poissons, dans les viandes. J'ai parlé des légumineuses tout à l'heure. Ça va quand même renfermer des lipides. Mais ce qu'on dit des bons lipides, en guillemets, là, donc monoinsaturés et polyinsaturés. Donc, c'est sûr qu'ils contiennent plusieurs minéraux et vitamines. Et c'est ce qui contient des acides gras oméga 3 dont je vous parlais tout à l'heure. Et aussi, naturellement, la vitamine D, là, dans certains poissons, il peut en avoir.
Et dans tout ce qui est produit animal terrestre, donc ce qui vit sur la Terre, c'est une bonne source de protéines. Donc, on va trouver nos protéines là. Ça contient aussi des gras, des lipides en plus ou grande concentration, des vitamines, et c'est là qu'on va trouver entre autres la vitamine B12 et plusieurs minéraux. Et les œufs vont aussi contenir un petit peu là, de vitamine D. Donc, tout le monde a probablement vu ça, l'assiette équilibrée, le nouveau guide, il y a quelques années maintenant, mais le guide qui a été développé, le dernier guide alimentaire canadien de Santé Canada, qui rassemble vraiment, autant, j'étais étonnée de voir l'ancien, mais que celui-là rassemble vraiment les recommandations, les évidences scientifiques en nutrition pour la population générale, ça se trouve là. Donc, manger des fruits et des légumes en abondance. Donc, on peut dire la moitié de son assiette là, qui est représentée par des légumes et des fruits. Consommer des aliments protéinés en valorisant les protéines végétales. Choisir des aliments à grains entiers et faire de l'eau sa boisson de choix. C'est vraiment, quand je disais, ça a pris des années pour en arriver là. C'est ce qu'on dispose au niveau des schémas alimentaires là, qui est meilleur pour la longévité, les maladies cardiovasculaires, l'énergie en général, prévention du cancer, tout ce qui est maladie chronique, c'est ce qui rassemble les évidences qui se tiennent le plus jusqu'à maintenant en nutrition. Et la fameuse étiquette, c'est ma dernière diapo de mon cours 101, là, comment on lit ça, c'est fiche nutritionnelle ou étiquette. Bon, allons-y. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, mais c'est quelque chose de liquide. Parce que dans l'étiquette, on va toujours vous donner de quelle quantité on parle ici. Là. On peut penser à des biscuits. Là. Souvent, ils vont vous dire la valeur nutritive pour 2 biscuits. Là. Si vous en mangez 10, il faut multiplier par 5. Donc ici, ça représente pour une demi-tasse ou 125 ml. Là, ce qu'on voit ici, c'est ce qui correspond à une demi-tasse. Donc, on vous donne un nombre de calories. Donc, pour cet aliment-là, il y aurait 80 calories dans une demi-tasse. Toi, ça doit être un jus de quelque chose. Donc, ça, c'est facile. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on divise les macronutriments. Les macronutriments, c'est quoi? C'est les lipides, les glucides et les protéines. Donc, vous les voyez ici et on vous donne ça en grammes. Donc, combien de grammes de lipides on retrouve dans cette portion? Combien de grammes de glucides on retrouve dans cette portion? Combien de grammes de protéines on retrouve dans cette portion? Et on va vous donner un pourcentage de la valeur quotidienne. Et ça, c'est quoi ça? C'est le pourcentage, la valeur quotidienne, c'est ce que devrait manger un Canadien moyen, d'âge moyen, de sexe moyen, de grandeur moyenne et de poids moyen à peu près. Donc, imaginez cette personne. On estimait le nombre de calories ou d'apports en nutriments qu'il devrait avoir dans une journée. Et on vous donne ici le pourcentage de ce que cette portion-là représente. Par exemple, si on va dans les micronutriments, on va vous donner les vitamines là, qui sont significatives là, pour cet aliment-là. Donc, cet aliment-là, on retrouverait 10 de nos besoins, si on veut, de la valeur quotidienne qu'on devrait avoir, que pas nous, personnellement, c'est probablement pas adapté à mes besoins à moi, mais disons que ça donne une idée générale de vitamine C. Comment on se retrouve là-dedans? Dites-vous que tout ce qui est 5 ou moins là, de la valeur quotidienne, c'est pas grand-chose. Puis quand on est à 15 là, ou plus là, de la valeur quotidienne, là, ça commence à être beaucoup. Puis un 10 c'est moyen. Donc, c'est moyen. Ça veut dire que c'est une bonne source, c'est une source moyenne de ce nutriment-là. Donc ici, là, prendre un verre de cet aliment, ça serait quand même une source moyenne de cet aliment, de ce nutriment de la vitamine C. Dans les glucides, on va vous les détailler.
Donc, les glucides, comme je vous disais, ça regroupe les sucres. Donc, quand on parle de sucre, c'est comme du sucre libre, là, du sucre blanc. C'est un peu l'équivalent du sucre blanc. Ça regroupe tout ce qui est plus amidon, donc les sucres plus complexes. Et encore plus complexe que l'amidon, ce qu'on a, c'est les fibres alimentaires. Et ça, on veut que ça soit plus élevé. Donc, on veut que les sucres simples ici soient plus bas. On veut que les fibres soient plus élevées. Donc, on nous les détaille ici pour nous expliquer c'est quoi, parce que glucides, c'est un gros terme qui regroupe beaucoup de choses qui n'ont pas tous les impacts, les mêmes impacts sur la santé. Donc, on vous dirait ici que dans une portion, là, il y aurait 2 grammes de fibres, sachant qu'on recommande 25 à 30 grammes de fibres alimentaires pour une personne par jour. Là. Honnêtement, ce n'est pas une source sublime de fibres, cet aliment-là, peu importe lequel il est. On vous donne aussi toujours le contenu en cholestérol, ici, il n'en contient pas, et en sel, ou ce qu'on appelle sodium, lui non plus, il n'en contient pas. Donc, voilà pour l'étiquette, pour se retrouver un petit peu là-dedans. Là, avec les questions que j'avais reçues, j'ai essayé de regrouper ça en différents termes pour répondre à plus de questions possibles. Puis, si à la fin aussi, vous voyez qu'il y a des questions qui sont vraiment redondantes, là, je pourrais y répondre aussi au fur et à mesure, mais j'espère que ça va quand même répondre à certaines de vos interrogations. Donc, il y a des gens qui m'ont demandé comment augmenter l'apport énergétique de chaque bouchée. Tu sais, des fois, on a besoin d'avoir un apport calorique qui est plus important parce qu'on est dans des périodes plus difficiles et comment chaque bouchée, on peut les faire compter. Bien, on a des trucs pour enrichir ces recettes que j'appelle, donc pour que chaque bouchée soit plus riche en calories, en protéines, en calcium. Donc, quand on essaie d'enrichir, justement, on essaie souvent, on parle de ça, on enrichit en calories, on enrichit en protéines, on enrichit en calcium. Pour ajouter, par exemple, des protéines, du calcium, de la vitamine D, on peut ajouter de la poudre de lait écrémée à nos aliments liquides ou semi-liquides. Là, tu sais, quand on fait une sauce, on fait des œufs brouillés, on fait manger du yogourt, vous pouvez en rajouter dans le gruyot, dans les mélanges à muffins, dans les tartinades. Donc, de mettre 2 à 4 cuillères à soupe de poudre de lait écrémé pour chaque tasse d'aliments liquides. Ça, c'est le truc classique, là, de la poudre de lait écrémé. Si vous avez besoin de ça, si vous êtes quelque chose que vous tolérez, on le recommande. Ajoutez de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat sur vos légumes cuits, là, par exemple. Donc, mettre de l'huile un peu partout là, même si ce sont des huiles qui contiennent de bons lipides, ça demeure que ce sont des lipides. Donc, c'est très dense au niveau calorique. Donc, c'est sûr que ça va ajouter des calories. Vous pouvez utiliser du yogourt grec là, qui est riche en gras et donc qui est riche en protéines aussi, le yogourt de type grec, dans vos trempettes, dans vos légumes, les sauces. Vous pouvez utiliser de la crème ou des substituts végétariens, comme le bel soy, par exemple, dans vos potages. Donc, ajoutez des calories et des protéines en même temps dans votre purée de pommes de terre, dans vos purées de légumes. Les avocats, c'est une bonne façon d'ajouter des bons lipides et des calories à vos smoothies, à vos salades. Noix et graines aussi. Ce sont des aliments qui sont quand même sains, mais qui sont qui sont riches en fibres, qui sont riches en protéines, qui sont riches en lipides et en calories. Donc, si vous pouvez en mettre un peu partout, ça peut être une façon. Et là, je vous envoie quelque chose que mon équipe a développé à Sainte-Justine, et c'est vraiment pas pour le EM, mais on a développé des ateliers d'éducation nutritionnelle et de cuisine. Et on a fait des vidéos en ligne. Ça s'adresse aux enfants qui sont traités pour un cancer. On a une 15-20 vidéos qu'on a fait qui adressent différentes problématiques. C'est sûr que ce n'est pas toutes les problématiques là, qui vont joindre vos besoins, mais on en a plusieurs capsules là, sur l'enrichissement en protéines, quoi faire là, quand on a peu d'énergie, des recettes plus faciles,
l'enrichissement des mets en calories, en calcium, en vitamine D. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient, des outils là, qui pourraient vous aider là-dedans. Donc, je vous invite à le consulter. Et là, une autre question, c'est, ben oui, c'est bien beau là, de l'avoir enrichi, là, que ce soit à chaque bouchée, là, soit plus dense en énergie, en protéines. Mais si je suis fatiguée, comment je peux, tu sais, j'ai de la difficulté à me lever, j'ai de la difficulté d'aller au frigo, comment je peux, qu'est-ce qui peut m'aider? Ben, là, justement, je vous dirais de choisir des recettes simples, mais surtout qui ont été enrichies, parce que là, chaque bouchée, quand on n'est pas capable de beaucoup manger, on essaie vraiment d'optimiser les apports de chaque bouchée. Lorsqu'à un moment, vous êtes un petit peu plus en forme, justement, de faire une réserve là, au congélateur là, de ces recettes. Il y en a qui me disaient, ben, on est tanné du smoothie là, puis de l'ensure, là, quelle autre chose on peut prendre? D'ajouter, par exemple, des potages là, qui vont être enrichis avec des légumineuses, c'est-à-dire que vous ajoutez des légumineuses dedans. Je vous disais que c'est une bonne source de protéines et de fibres. Pour votre microbiote intestinal, ajouter de la poudre de lait dedans, du yogourt grec. Et si c'est suffisamment lisse, là, vous pouvez boire votre potage, là, même s'il est chaud, là, à la paille ou en tout cas à la cuillère. Vous pouvez faire des purées de fèves et d'amandes ou de légumineuses que vous pouvez servir justement avec des légumes blanchis. On parlait de cuisson là, tout à l'heure. Si vous faites blanchir un tout petit peu vos légumes, sont moins difficiles à mastiquer, ça demande moins d'efforts à les mastiquer et ils se congèlent bien. Donc, vous pouvez les mettre une minute là, ou quelques temps à l'eau bouillante et les congeler justement. Et on a des recettes là, de ça sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme par exemple la recette de la frittata là, enrichie. On pense à des purées de légumes là, enrichies de poudre de lait, de crème ou encore de tofu soyeux là, pour ceux qui ne tolèrent pas bien les produits laitiers. Une autre question qu'on avait, les protéines. Est-ce que je dois en manger? C'est quoi l'importance de ces protéines-là? Il y avait aussi des gens qui me disaient, ben moi, quand je mange un repas riche en protéines ou juste une collation, ben on dirait que ça me prend toute mon énergie. Ce qu'il faut savoir, ben oui, les protéines, c'est sûr, il faut en manger. C'est important pour maintenir nos muscles, maintenir nos cellules fonctionnelles. Mais il faut maintenir le ratio, si on veut, l'apport en protéines versus son apport en énergie totale. Parce que si il y a une trop grande proportion de notre énergie totale, de nos calories qui viennent des protéines, c'est pas super, c'est pas optimal d'un point de vue métabolique. C'est-à-dire que pour les traiter, pour les utiliser, ces protéines-là, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Donc, pour que les protéines accomplissent leur travail, là, on doit avoir suffisamment d'énergie, donc les calories qui proviennent de d'autres nutriments, entre autres les glucides. Sinon, ben, on va utiliser ces protéines-là pour faire notre énergie. Donc, c'est elles qui vont être utilisées pour faire notre ATP. Et comme je vous disais, ça demande plus d'énergie au corps, il faut faire ça. Donc, oui, ça en prend, mais il faut s'assurer d'avoir des autres macronutriments à bonne proportion pour optimiser nos apports par rapport à la demande énergétique que ça prend pour les traiter. Viser les sources de protéines les plus maigres possibles, parce que aussi, quand les protéines, c'est souvent là, dans un aliment là, attaché à des lipides. Là, par exemple, on peut penser à des viandes un peu plus grasses, mais les lipides aussi, il y a quand même une bonne demande énergétique là, pour les métaboliser. Une autre chose qui est importante, c'est bien les répartir, en tout cas les répartir le mieux possible dans la journée, parce que si on en prend notre corps est capable d'en traiter juste une certaine proportion. Plus que ça, ils ne seront pas vraiment utilisés, ils vont servir à autre chose, donc de faire entre autres de l'énergie. Donc, si on veut
qu'ils accomplissent leur travail de réparation, d'aller dans les tissus, etc., il faut laisser au corps le temps de les utiliser. Donc, il vaut mieux en prendre de manière répartie dans la journée qu'une fois un gros apport. Et les apports optimaux, là, je vous le mets comme ça, là, entre 15 et 30 grammes de protéines par repas. Là, puis, si je me souviens bien, comme petite poitrine de poulet, là, 75 grammes, là, ça comble ça là, amplement. J'ai eu des questions, je ne sais pas si ça va toucher tout le monde. Là, on se rend un peu plus dans le... C'est un peu plus poussé, là, mais je vais quand même faire une petite virgule là-dessus, là, sur le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, parce que c'est long, je vais appeler ça le post. Et des solutions de réhydratation orale. Et ça, ça vient d'une étude qui a été publiée en 2019, où il montrait un effet bénéfique d'une solution de réhydratation orale dans le post chez les enfants. Donc, regardez comme moi, c'est une petite étude. Il y avait 10 patients qui étaient atteints du post et 15 témoins là, sains là, qui ne l'avaient pas. Et la plupart des patients là, qui étaient atteints du POTS répondaient aussi aux critères là, du EM. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une solution de réhydratation orale qui est dérivée de la formule de l'OMS. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a développé une formule de réhydratation orale qui est utilisée là, dans certains pays là, pour prévenir la déshydratation là, dans les cas de choléra et de diarrhée grave. Donc, c'est moins quelque chose qu'on utilise en Amérique du Nord, mais quand même, c'est une recette là, qui a été développée par l'OMS. Et c'est une solution qui contient du glucose. Là, je vous explique après les subtilités, et non du saccharose. Oh my God, les mots! Je vous les explique. Du saccharose, c'est ce qu'on appelle du sucre de table, du sucre blanc. Du sucre, là, c'est toujours... il y a différents types de sucre, comme je vous disais, et ça dépend des différentes molécules. Les différentes molécules, ça dépend comment elles sont attachées entre elles, combien entre elles sont attachées. Il va y avoir différents noms, ils vont être absorbés différemment, ils vont être surtout qu'ils vont être absorbés différemment, ils vont avoir besoin de différentes enzymes pour être digérés, etc. Le saccharose, c'est le sucre de table. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on retrouve dans les aliments. C'est composé d'un glucose puis d'un fructose attachés ensemble. C'est ce qu'on appelle un disaccharide. Et ça, dans notre intestin, c'est coupé en deux et on les absorbe comme ça. Par contre, du glucose, c'est juste cette molécule-là, ce qu'on appelle aussi du dextrose, c'est du glucose. Donc, c'est juste du glucose, il n'y a pas la molécule de fructose, donc c'est un monosaccharide, il y a juste un sucre. Donc, ils font une solution avec du glucose. Du glucose, c'est ce qu'on trouve dans notre sang. Donc, quand on va tester, c'est le sucre qu'on trouve dans notre sang. Donc, quand on teste notre glycémie, par exemple, c'est le glucose sanguin qu'on mesure. Donc, ces solutions-là, au lieu de contenir du sucre blanc, mais ça contient du glucose. Et l'étude, ce que ça concluait, c'est que justement, ces solutions de réhydratation orale sont une alternative peu coûteuse, sûre et efficace à avoir une solution saline intraveineuse là, pour résoudre rapidement les symptômes associés à l'intolérance orthostatique. Et dans ces solutions-là, oui, il y a du glucose, mais il y a aussi du sel. Entre autres, là, je vous donne la recette là, après. Et ça, ce que ça fait, c'est que, parce que c'est pas du saccharose, vite, là, ça va améliorer l'absorption des liquides parce que ça utilise un transporteur spécifique là, au niveau de l'intestin. Et quand on met du saccharose, donc du sucre blanc simplement, ça n'aurait pas le même effet, là, tous les liquides ne seraient pas absorbés. Donc, ça contient quoi ces solutions? Ça contient des sels, donc du chlorure de sodium, donc du sodium, du potassium,
du citrate trisodique, là, on commence à rentrer dans les longs mots, du dextrose, donc comme je vous parlais, du glucose, et tout ça est mis dans 1 litre d'eau. Donc ça se vend au commerce. C'est quand même pas mal cher, je trouve. Ça se vend comme sur Amazon. Et là, on nous demande, est-ce qu'on peut le faire à la maison? Moi, je vous dirais la réponse, c'est compliqué parce que, bon, du dextrose, ça s'achète, ça aussi, c'est assez cher, là, je trouve, là, mais ça s'achète, ça se fait, du sel, ça se fait, ça s'achète. Mais par exemple, les autres produits, c'est difficile à trouver ce qu'on appelle là, de qualité alimentaire. Ce sont souvent des produits qui sont faits pour des fins industrielles. Et ça, là, achetez pas ça, mangez pas ça. Ça peut vraiment être toxique. Donc, il faut, si vous décidez un jour de vous faire la solution vous-même, il faut vraiment que les produits soient de qualité alimentaire. Faites attention à ça. Donc, moi, ouais, je trouve que ça commence à être un petit peu, ça demande quand même beaucoup d'efforts pour faire tout ça. On peut penser, ben, tout ce qui est Gatorade aussi là, va être utilisé. On peut faire nos propres solutions de Gatorade, mais là, à ce moment-là, c'est sûr que ça serait fait avec du sucrose, mais c'est à voir si ça fait le travail. Et là, je vous donne quelques recettes. Là, tu sais, c'est pas très compliqué, hein, ça faire un Gatorade maison, c'est de mettre de l'eau, du sucre, donc des glucides, et du sel. Donc, par exemple, de l'eau, du jus d'orange, une pincée de sel, parce que le jus d'orange contient naturellement du potassium. Et là, on peut changer les ratios. Des fois, on peut mettre un petit moins de jus d'orange et mettre un petit peu de miel. Ça peut être moitié-moitié. Toujours peut-être un petit peu plus d'eau par rapport au jus d'orange. Et voilà. C'est l'idéal. Ça demeure moins sucré, là, par exemple, que le Gatorade. Et ça coûte beaucoup moins cher et ça fait le travail là, de réhydratation. Donc ça répondait à une question plus spécifique là, au niveau du POTS. Les questions que j'ai eues beaucoup, c'est au niveau de l'hyperacidité. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de patients avec l'EM qui souffrent d'hyperacidité gastrique. Et quoi manger? Mon Dieu, quel problème! Comme c'est désagréable. Bien, vraiment, là, les conseils, là, ça reste ça. Manger lentement, mastiquer, bien mastiquer. Prendre des petits repas de manière régulière. On évite les gros repas copieux. Vraiment, ce qui est à éviter, les mets riches en gras, l'alcool, la friture, le café, les mets épicés. Moi, je vous dirais que chacun a aussi sa propre tolérance. On apprend à se connaître, c'est sûr. On évite de manger 2-3 heures avant de se coucher. Et on essaie de rester en position verticale là, 45 à 60 minutes là, après les repas. La gomme, manger de la gomme n'aide pas. Et évidemment, les boissons pétillantes, là, tout ce qui est bulle, là, on essaie d'éviter ça. Ce qui n'est pas alimentaire, mais qui peut peut-être aider, ben, de dormir avec la tête un petit peu élevée, d'environ 15 cm, si c'est possible. Ne pas fumer, parce que c'est sûr que le tabagisme, c'est un gros facteur de risque. Aller prendre une petite marche si on est capable après le repas. On va avoir une bonne hygiène de sommeil, éviter les vêtements serrés. Donc, ce sont les trucs assez généraux là, pour réduire l'hyperacidité, mais vraiment, c'est ce qu'on a, ce qui n'est pas pharmacologique. Là. Une autre chose qu'on voit souvent en connexion avec le M, c'est le syndrome du côlon irritable. Il y a beaucoup de patients qui vont avoir les deux. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour un syndrome de côlon irritable? On n'a pas de bonne réponse parce que vraiment, l'approche doit être personnalisée. Ça demande souvent des essais-erreurs. Je vais quand même vous donner là, par où on commence avec chaque personne. Mais ça vraiment, il y a une grosse variabilité entre les personnes. Ce qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas pour l'autre. La première affaire, c'est vraiment l'approche qui est plus globale. Donc, on regarde les habitudes de vie, sommeil, alimentation, activité physique.
Et souvent, en jouant là-dessus, on peut beaucoup améliorer. Je ne vous pourrai pas tout enlever, mais il y a une grosse partie qu'on est capable d'améliorer. La gestion du stress aussi. Donc, souvent, là, le stress, ça va être un gros facteur déclencheur. Il n'y a pas juste ça, mais on va regarder aussi les approches nutritionnelles. Ça ressemble à l'hyperacidité gastrique. Donc, on essaie de prendre des repas à des heures régulières, là, en évitant les trop grosses portions. Bien mastiquer, manger lentement. Pourquoi? Parce que si on ne mastique pas bien, c'est plus dur après à être... la digestion, ça fait moins bien. Souvent, ça ne sera pas digéré, ça va aller dans l'intestin. Les aliments vont aller dans l'intestin non digérés. Et là, oui, on veut que ça soit métabolisé par les bactéries, mais ça peut causer, là, entre autres, des gaz ou des dérangements gastro-intestinaux. On diminue les aliments, les comportements qui entraînent l'aérophagie, c'est-à-dire d'avaler de l'air, si on veut, donc, ou d'avoir des gaz au niveau de l'estomac. Donc, par exemple, si on prend des boissons gazéfiées, il y a des bulles, là, et là, les bulles, ça s'en va au niveau de l'estomac. Donc, on évite ça, on évite de mâcher de la gomme, essayer de ne pas parler en mangeant ou pas trop. On évite de manger rapidement, boire avec une paille. Il y a certains fruits et légumes, là, je vais vous en parler tout à l'heure, qui peuvent, chez certaines personnes, aggraver les symptômes. On parle des légumes de la famille du chou, les oignons, les melons, les légumineuses. Donc, on évite les repas trop copieux, trop gras, l'alcool, la caféine, les mets épicés, les produits allégés qui vont souvent contenir, par exemple, des substituts de sucre, des polyalcools qui, eux, vont pouvoir avoir peuvent avoir des effets négatifs là, au niveau de l'intestin. On assure un apport adéquat en fibres. Oui, avoir suffisamment de fibres alimentaires et de boire suffisamment. Surtout pour le côlon irritable avec syndrome de constipation. Donc, oui, ça prend des fibres, mais ça prend l'eau qui vient avec aussi. On peut vérifier si on a une intolérance au lactose. Une fois qu'on a regardé nos habitudes de vie, une fois qu'on a regardé ça, ensuite, on peut penser à l'approche de la diète pauvre en FODMAP qu'on peut essayer. Et ça, c'est quoi? C'est une diète d'exclusion. C'est-à-dire qu'on exclut un groupe d'aliments qu'on appelle les FODMAP. Les FODMAP, ce sont des glucides qu'on appelle fermenticibles, donc qui vont être fermentés dans le gros intestin, qui vont être fermentés par les bactéries. Donc, F, c'est pour fermenticible. O, c'est pour oligosaccharides. Donc, ce sont des types de glucides qui sont fermenticibles. On les fructanes, les galacto-oligosaccharides. D, c'est pour disaccharides. Donc, le lactose, je vous disais tout à l'heure, c'est un disaccharide, ce qu'on retrouve dans le lait. M, pour certains monosaccharides, donc le fructose. Donc, tantôt, je vous disais que le sucre de table, c'est un glucose et un fructose. Mais il y a certains fruits qui sont riches plutôt en fructose. Puis le fructose, ça peut, dans certains cas, donner des symptômes gastro-intestinaux. Et les polyols, donc sorbitol, mannitol, xylitol, maltitol, qui sont des additifs, là, qui sont des alcools, des sucres alcools, là, qui n'apportent pas d'apport calorique, donc, et qui sont pas digérés, finalement. Donc, qui peuvent être fermentés dans l'intestin. Et ça, quand on fait une diète d'exclusion, comme les FODMAP, c'est pas « OK, on enlève les FODMAP ». Là, je ne vous ai pas mis de groupe d'aliments, mais donc là, oui, il y a des aliments qui sont moins riches en FODMAP, il y en a qui sont plus riches. Et là, on évite ceux qui sont riches en FODMAP. Et là, l'approche, c'est pas de faire ça à vie. Donc, pendant un temps, on va éviter les aliments riches en FODMAP et on va favoriser ceux qui sont pauvres en FODMAP. Mais ce qu'on veut avec cette approche-là, c'est de réintégrer progressivement les aliments sources de FODMAP. Et là, on teste sa tolérance digestive. Et là, on voit, quand je réintègre un aliment à la fois, si ça allait mieux là, une fois que je les enlève, quand je rajoute ça, est-ce que je suis encore correct? Si je rajoute ça, je suis encore correct. Si je rajoute ça, là, ça a moins bien été. Donc, peut-être que l'on peut identifier un aliment ou un groupe d'aliments qui va être déclencheur de symptômes. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut s'assurer
tout au cours du processus qu'on ait des apports nutritionnels adéquats. Puis justement, qu'on a un plan de réintroduction là, adapté. Puis ça s'appelle, ça vaut pour toutes les diètes d'exclusion. Je vous en parle des diètes d'exclusion. Moi, je pense que le gluten, ça ne me fait pas. OK, faisons une diète d'exclusion. Je vous recommande beaucoup de voir un professionnel de la santé, un nutritionniste pour faire ça, parce que le but de ça, c'est sûr que le but ultime, c'est d'améliorer ses symptômes, d'améliorer sa qualité de vie. Mais, tu sais, on ne veut pas être trop restrictif non plus au final. Donc, quand on le fait, il faut le faire bien, au lieu de le faire tout croche et d'après ça, de ne pas être sûr, de penser que tel aliment, on ne le digère pas, et là, de se ramasser avec une diète très, très restrictive, difficile à suivre. Donc, je vous encourage à le faire avec un professionnel de la santé, où on pourra avoir vraiment les phases d'élimination et ensuite de réintroduction là, par aliment, par groupe d'aliments. Parce que un type d'étude, par exemple, de recherche là, qu'on voit quand même beaucoup dans le M, j'ai mis ME ici, mais c'est M en français, il y a beaucoup de patients qui signalent avoir des intolérances alimentaires. Donc, est-ce que c'est bénéfique de faire des modifications diététiques? Il y a certaines études qui ont testé justement des diètes d'exclusion, etc. Honnêtement, ça demeure controversé. Moi, je ne dirais jamais à personne quoi manger. Là. Chacun se connaît, là, puis on se fait confiance. Mais pour donner une recommandation générale, je ne peux pas vous le dire, mais on peut toujours, les personnes peuvent toujours le tester. J'avais quelques questions sur les différentes diètes, dont le jeûne intermittent et la diète cétogène. Donc, je vous en parle un petit peu. Le jeûne intermittent, il y a beaucoup d'entre nous qui ont fait un jeûne intermittent aujourd'hui. On va en faire un ce soir. Quand on dort, si on ne se réveille pas la nuit pour manger, c'est un jeûne intermittent. Donc, avec les cycles de sommeil, on jeûne, je ne sais pas, là, 8 heures par jour. Mais dans ces approches-là, les personnes vont jeûner pendant plus longtemps ou, tu sais, des fois, ils vont se donner une fenêtre de 6 heures, là, par exemple, là, pour manger, ou des fois, ils vont jeûner pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Est-ce que ça peut m'aider? La réponse, c'est on ne sait pas. Moi, je suis quelqu'un qui n'a aucun problème à dire que je ne sais pas. C'est probablement du cas par cas. Là, je vous ai mis un gros graphique, mais qu'est-ce qui arrive quand on jeûne? Quand on vient de manger, ce qu'on utilise comme source d'énergie, c'est le glucose. Donc, c'est le glucose qui provient, entre autres, des aliments. Notre cerveau a besoin de glucose pour fonctionner. Donc, c'est ce qu'on utilise. Nos muscles, nos organes sont capables d'utiliser autre chose, mais les lipides, les protéines, mais notre cerveau a vraiment besoin de glucose. Lorsqu'on est en jeûne, on n'a plus de glucose et notre foie va vider, si on veut, ses réserves de glycogène et va fournir du glucose au cerveau. Et à un moment donné, ça ne sera pas suffisant. Donc, on peut aller chercher notre glucose au niveau de la fonte musculaire. Donc, on va casser nos protéines pour aller fournir de l'énergie. Et dans une autre phase, encore plus loin, on va créer, si on veut, des corps cétoniques. Donc, ça, ce sont des produits, là, des lipides. Notre cerveau est capable d'utiliser des cétones, des corps cétoniques pour se nourrir. Donc, en troisième lieu, si ça fait longtemps qu'on jeûne, on va utiliser nos corps cétoniques pour nourrir notre cerveau. Et c'est ce qui se passe là, si on jeûne assez longtemps, et c'est un peu le principe aussi là, de la diète cétogène. C'est sûr que si on jeûne pendant
longue période de temps, il y a quand même des effets secondaires, là, donc il y en a qui vont avoir des nausées, qui vont avoir des rages de faim, qui vont être irritants, difficulté à se concentrer, fatigués, maux de tête. Il faut faire attention à la déshydratation. Il peut y avoir de la constipation aussi. Il y en a qui viennent obsédés avec la nourriture. Il peut y avoir de l'hypoglycémie, hypotension, étourdissement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui ressent ces effets secondaires-là, mais ça a été répertorié. Honnêtement, il n'y a pas d'études sur le jeûne intermittent et le M. Même chose avec la diète cétogène. Il n'y a pas d'études qui montrent un effet bénéfique ou autre. Donc, je ne peux pas vraiment vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'est-ce que c'est. C'est une diète avec un très faible apport en glucides. Ce n'est pas nouveau, c'est utilisé depuis 1920 pour traiter l'épilepsie réfractaire. L'épilepsie chez les enfants, là, maintenant, c'est utilisé pour traiter l'épilepsie réfractaire chez les enfants. Une diète cétogène stricte pendant plusieurs mois, mais c'est pas à vie. Là. Ensuite, les autres produits sont réintroduits. Donc, c'est une diète avec des très faibles apports en glucides, justement pour stimuler ce que je vous disais ici, là, la production de corps cétoniques provenant de nos réserves en lipides parce qu'on n'a pas très peu d'apports en glucides de l'alimentation. Donc, parce qu'on a très peu de glucides, on épuise nos réserves de glycogène et on utilise le gras pour transformer en corps cétonique. Ça, pourquoi? Parce qu'on veut nourrir le cerveau. C'est toujours un organe qu'on veut préserver. Et donc là, on tombe en état de cétose. Cétose, c'est quoi? Ça veut dire que nos corps cétoniques dans l'organisme sont élevés. Ça, on peut le mesurer, là, par exemple, dans l'urine. Pour arriver là, qu'est-ce que ça prend? Mais ça prend quand même beaucoup de lipides, jusqu'à 30 grammes par jour. Il faut aimer les avocats, je vous dirais. C'est que ce sont quand même des bons gras là, qui sont recommandés. Il ne faut pas prendre beaucoup de glucides, 2 à 5 % de l'énergie. Donc, ça veut dire tout ce que je vous parlais tout à l'heure, qui étaient des produits riches en glucides, les produits céréaliers, légumineuses, légumes, pratiquement, ça c'est en petite quantité, là, et les fruits, pas beaucoup, là, les petits fruits là, quand même, qui contiennent moins de glucides, là, on peut en incorporer. Et ça veut dire que, vu qu'il y a beaucoup d'aliments riches en lipides, là, qui sont quand même riches en calories, là, souvent, il va y avoir un apport calorique considérable. Tu sais, dans une diète, je vous dirais, style guide alimentaire canadien là, ou autre, là, on retrouve environ 50-55 % de glucides, en proportion d'énergie viennent des glucides. 30 % viennent des lipides, environ 15-17 % proviennent des protéines. Dans la diète cétogène, là, ce schéma-là change beaucoup. Là. Les lipides, c'est 75 % de notre apport énergétique. Et juste 10 % le max, là, même souvent c'est moins que ça, de glucides. Et ça, c'est souvent ce que les gens font. Ça, c'est pour que ce soit vraiment une diète cétogène. Souvent, ce que les gens font, parce que la diète cétogène, c'est quand même assez difficile à atteindre, ça va être une diète faible en glucides, où on va avoir très peu de glucides, mais il va en avoir quand même assez pour qu'on ne soit pas en état de cétose. Donc, plus avec un 20 % là, de glucides, et ça ne va pas amener un état cétogénique. Par exemple, dans la diète méditerranéenne, là, on a comme 50 % de glucides. La diète cétogène aussi là, peut avoir des effets indésirables, maux de tête, hypoglycémie, haleine d'acétone, il peut y avoir des déficiences en fibres, donc il peut y avoir constipation, dysbiose, ça c'est que nos bactéries de l'intestin, c'est pas super, là, les meilleures par rapport aux moins bonnes. Il faut quand même vérifier, s'assurer qu'on n'ait pas de déficience nutritionnelle. Chez les diabétiques, il faut faire attention à l'acidocétose. En tout cas, donc,
tous ceux qui ont des maladies chroniques, là, je recommande 100% de le faire avec un professionnel de la santé. C'est sûr que c'est restrictif, il faut calculer ses nutriments et ça peut entraîner la diminution de la masse musculaire. Donc, est-ce que ça fonctionne? Vous me le direz, il n'y a pas d'études là-dessus. Un autre, pas vraiment type de diète, mais on va parler des diètes anti-inflammatoires. Ça, c'est mon dada. Qu'est-ce qui est anti-inflammatoire dans l'alimentation? Je vous ai parlé des acides gras oméga 3, oméga 6. Je vous ai parlé des oméga 3. Je n'ai pas encore parlé des oméga 6, je vais vous en parler. Je vais parler des antioxydants alimentaires, donc les polyphénols. Donc, c'est parti. Souvent, ces deux mécanismes-là, le ratio oméga 3, oméga 6 et les apports en antioxydants, qu'on va voir l'effet anti-inflammatoire d'inflammation, de l'alimentation, je m'excuse. Donc, les acides gras oméga 3, j'en ai parlé, ils vont rentrer, ce sont des précurseurs à des molécules de signalisation anti-inflammatoires, tandis que les oméga 6, qu'on va trouver plutôt dans les huiles végétales, ce sont des précurseurs à des molécules de signalisation plutôt pro-inflammatoires. Donc, c'est vraiment la balance entre les deux qu'on veut. On veut avoir plus d'oméga 3 pour les oméga 6 pour qu'on ait justement ces molécules les plus anti-inflammatoires possibles. Les antioxydants, ça nous permet, qu'on va retrouver beaucoup là, dans les légumes et dans les fruits, ça nous permet de, je m'excuse, mon toutou voulait sortir, les antioxydants, ça nous permet de contrer le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est qu'il y a un débalancement entre les composés antioxydants et oxydants en faveur des pro-oxydants. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça peut entraîner des dommages cellulaires. Donc, c'est vraiment un bris de l'équilibre parce que des composés oxydants, on en a plein, il nous en faut. C'est ce qui, entre autres, ce qui fait notre signalisation cellulaire, mais il faut que ça soit contrebalancé par des antioxydants. Puis, lorsqu'il y a du stress antioxydant, il y a inflammation. Donc, si on veut avoir l'alimentation la plus anti-inflammatoire possible, on privilégie un bon ratio oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc, on privilégie les produits, entre autres, marins ou graines de lin, noix de Grenoble, etc., algues. Et beaucoup les légumes et les fruits là, qui vont contenir des antioxydants. Et ça, il y a quand même beaucoup d'évidences, des évidences chez les animaux, dans les modèles cellulaires, des évidences, je vous dirais, associatives. En nutrition, c'est souvent associatif. On prend un groupe, là, on regarde qu'est-ce qu'ils mangent, puis on fait des associations avec les niveaux d'antioxydants, et ça, on le voit. Par contre, des preuves directes chez l'homme, chez l'humain, on en a moins. Ça, c'est quand même rare. Donc, c'est à ce niveau où on en est avec les diètes anti-inflammatoires. Je termine avec des petites questions en vrac. On m'a parlé des aliments qui peuvent causer des maux de tête ou des migraines. Ce qu'il faut savoir en premier, c'est que ce qui va déclencher un maux de tête ou une migraine chez quelqu'un, ça ne sera pas encore chez l'autre personne. En nutrition, c'est souvent ça, ce qui rend les choses complexes. Si vous voulez connaître ce qui, pour vous, est un déclencheur, vous pouvez utiliser la méthode de la diète d'élimination, en n'oubliant pas de réintroduire par la suite. Peut-être que ça ne fera pas de différence. Si ça ne fait pas de différence, pourquoi être restrictif? Les déclencheurs, ce n'est pas nécessairement la cause non plus. Il ne faut pas oublier ça. Souvent, on va surestimer l'apport des aliments en tant que déclencheur de migraine ou de maux de tête et les gens, on a tendance à sous-estimer l'apport des autres habitudes de vie. OK? Mais ce à quoi on peut faire attention, la déshydratation, ça peut être un déclencheur. Donc, s'assurer de boire suffisamment d'eau, de tisane, par exemple. Une baisse de glycémie, c'est un déclencheur sous-estimé.
Donc, on veut avoir une glycémie stable au cours de la journée. Donc, on ne veut pas avoir des aliments trop riches en sucre, comme les bonbons, les gâteaux, etc., mais on veut avoir plutôt des glucides plus complexes. On remplace le pain blanc par le pain blé entier, etc. Essayez de prendre, pour ceux là, qui ont des baisses de glycémie, là, de prendre un petit déjeuner qui contient des protéines, des glucides complexes dans l'heure qui suit votre réveil. On évite de sauter des repas. Apportez-vous des collations. Pauvres en sucre, mais riches en protéines et en glucides complexes où vous allez. Il y a certains aliments qui sont connus pour être des déclencheurs de maux de tête et de migraine, mais encore là, pas chez tout le monde. On parle, des aliments riches en histamine. Donc, crustacés, aubergines, épinards, ananas, prunes, je vous l'ai mis ici, là, noix, chocolat, l'alcool. Les aliments riches en tyramine. La tyramine, là, c'est produit dans les aliments suite à la dégradation de l'acide aminé qu'on appelle tyrosine. Et ça, il y a des études qui ont montré que ça peut déclencher les migraines, mais d'autres n'ont pas montré d'association. Donc, tout ça, c'est à prendre avec un grain de sel, pas à suivre à la lettre. Tu sais, les évidences, ce sont des pistes que je vous donne. Donc, souvent, on va trouver ça dans les fromages vieillis, les viandes transformées dans des sauces, dont la sauce soya, dans des fèves, dans des fruits secs ou des fruits trop mûrs. Donc, il y a des aliments qui sont riches en histamine et en tyramine, là, comme les produits marinés, la choucroute. Ça aussi, ça peut justement, les aliments fermentés, le pain au levain, l'extrait de levure, les fromages vieillis. Crème glacée, ça a été rapporté comme un déclencheur alimentaire. Et souvent, les agents de conservation, les nitrites, les nitrates, les édulcorants artificiels, l'aspartame, le glutamate monosodique. Ce sont des choses qu'on peut essayer de noter et de voir si ça a un impact pour nous. D'autres questions que je vais répondre comme ça parce que je pourrais en avoir pour des heures. Est-ce que l'EM a un impact sur la prise de poids ou sur mon métabolisme? Il y en a qui trouvent depuis qu'ils sont cette condition, on dirait que le métabolisme a été réduit, qu'ils ont pris du poids. Moi, je vous dirais, je ne le sais pas. Ça se peut. L'impact sur le métabolisme, c'est à être étudié, c'est pas impossible. On est aussi probablement, avec raison, le moins actif. Moi, ce que je vous dirais, est-ce que c'est vraiment important à ce moment-là? Est-ce qu'on peut oublier le chiffre sur la balance et se concentrer sur sa santé, là, finalement. Donc, on peut essayer de décrocher de ça, mais c'est possible qu'il y ait un impact sur la prise de poids, sur le métabolisme. Mais outre, il faut voir si ça a un impact, ça, sur notre bien-être, sur notre état de santé. Moi, je décrocherais du chiffre sur la balance. Ah, et là, je donne un cours là-dessus à l'université. Si on n'est pas intolérant au gluten, est-ce qu'on ne peut ne plus en manger? Est-ce que ne plus en manger peut quand même aider au niveau de l'énergie et des maux de tête? Il y a ce qu'on appelle quelque chose qui est proche de qu'on va voir chez les patients avec EM, mais pas tout le monde, ça peut s'enligner, c'est l'intolérance au gluten non cœliaque, qui est une condition, on n'est pas trop sûr si ça existe, mais ça semble exister. De plus en plus d'évidence qui montre que ça existe. Donc, les personnes n'ont pas la maladie cœliaque. Elles n'ont pas tous des biomarqueurs. Là, quand on regarde l'intestin, c'est correct. Mais elles ont des symptômes en lien avec l'ingestion de gluten. Est-ce que c'est le gluten? Est-ce que c'est le blé? Est-ce que c'est d'autres composés du blé? Est-ce que ce sont les FODMAP qui causent ça? On n'est pas sûr encore. Et ça, il semble que il y a des études, peu d'études, il y en a quand même qui vont montrer qu'il y a quand même des gens avec l'EM qui ont aussi cette intolérance au gluten non cœliaque. Donc, est-ce que ça peut aider? Moi, je vous dirais, ça va dépendre. Je pense qu'à ce moment-là, il faut faire une diète d'exclusion bien faite pour voir si il va avoir un impact ou non. Parce que le gluten, on trouve pas mal partout. Donc, si on le fait à moitié, vous n'aurez pas votre réponse.
Ben voilà pour moi. J'espère que j'ai fait le tour de pas mal de questions. Je vais... Merci, Valérie. J'en ai deux ici. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter pendant. La première, c'était au sujet de savoir votre opinion sur l'huile TCM ainsi que l'érythritol en remplacement du sucre. L'huile TCM, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas lu là-dessus. Je lisais là-dessus quand j'étais... Ben, ça dépend pourquoi. Pourquoi vous voulez l'utiliser. Moi, je dirais... l'huile TCM, c'est l'huile à triglycérides à chaîne moyenne. Donc, les huiles, là, de ce qu'on connaît, là, les lipides, ce sont des triglycérides à longue chaîne. Donc, c'est sûr que ça prend une certaine lipolyse là, pour être absorbé au niveau de l'intestin. Les TCM, les triglycérides à chaîne moyenne, ça peut être absorbé au niveau de l'estomac. Donc, on l'utilise là, pour ceux qui ont des problèmes d'absorption intestinale. Il faudrait voir pour quelles raisons on veut l'utiliser. Sinon, c'est pas un produit qui est dangereux, c'est pas... Non, c'est pas dangereux. Au pire, ça coûte cher et c'est inutile. C'est un peu comme... Ouais, je dirais ça. Est-ce que ça veut dire... Il y en a qui peuvent voir des bienfaits sur quelque chose, peut-être qu'ils trouveraient ça moins difficile au niveau de la digestion, l'énergie que ça demande pour digérer, peut-être, mais je n'ai pas de données probantes là-dessus. Puis l'érythritol. Oui, ça, c'est comme un substitut de sucre. Là. Je pense qu'il est surtout utilisé dans la diète cétogène, entre autres, là, parce que ça n'apporte pas de glucides. J'ai pas d'opinion. Est-ce que ça... Il faudrait voir, c'est un sucre alcool, donc pour ceux qui ont des problèmes gastro-intestinaux, c'est peut-être pas gagnant. Donc, c'est peut-être pas ça peut être mal toléré parce que c'est justement pas, ça a le goût sucré, mais c'est pas digéré, donc ça va aller dans le gros intestin non digéré, donc là, ça peut causer un peu de perturbation. Mais pour les gens qui y sont sensibles, c'est pas tout le monde. Et on a une précision pour la TCM, on nous a dit que c'est pour la constipation, mais élevée en gras saturé. Donc, probablement que ça a été recommandé pour la constipation. Probablement, la question, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne option ou il y aurait peut-être mieux? Ou... Ben, disons que ça serait pas mon option numéro 1. J'irais avec des... la constipation, il faut avoir... oui, il faut avoir quand même des lipides, mais il faut avoir des fibres alimentaires et un apport en eau, en liquide suffisant. Donc, l'activité physique aussi va aider. Donc, je réponds. Si on reste dans le sucre, il y a quelqu'un qui demande, et le stevia? Oui, le stevia qui est... écoutez, ce ne sont pas des choses qui semblent être toxiques. C'est une plante qui a un pouvoir sucrant élevé. Donc, on en met moins, donc ça y a peu d'apport en calories. Moi, je ne suis pas une grande fan de tous ces succédanés, honnêtement. Je suis plus une fan de retourner aux aliments entiers et simples, la simplicité. Ça, c'est mon approche. Parce que c'est là où on a le plus de données probantes. Là. Moins c'est transformé, plus c'est... Mais je ne vous dirais pas que c'est dangereux. C'est pas ce que je vous dis. Là. Ça a été approuvé là, par la FDA, Santé Canada. Ce ne sont pas des choses qui sont dangereuses. C'est plus que... C'est pas ton premier choix. C'est pas moi mon approche première. Là. La simplicité avant tout, là, quand c'est possible. On a une question habitude de vie, puis je pense que c'est un des problèmes que beaucoup de personnes atteintes de M vivent. La personne nous dit comment répartir les repas quand on a une période d'éveil d'à peine 12 heures. Souvent, ça peut être des longues nuits ou par moment de sieste, là, dépendamment de la personne, puis qu'ils ne mangent pas immédiatement après le réveil et qu'on tente de ne pas manger 1 à 2 heures avant le sommeil. Là, ça devient complexe, hein? Ça devient, c'est facile de faire des diapos puis de le dire, je le sais.
Puis dans la vraie vie, quand il faut le faire individuellement, c'est moins dur à appliquer. Mais là, c'est plus difficile à appliquer. Là. Ça devient moins facile. Vous pouvez essayer de voir avec un professionnel de la santé là, qui peut vous guider là-dedans, trouver des trucs. Est-ce qu'on peut... Moi, je dirais, vous faites votre possible. Là, le sachant, là, à ce moment-là, si vous mangez le plus tôt de votre réveil possible, je vous comprends, moi non plus, je ne mange pas le matin en me réveillant. Là. Ça aussi, ça me prend du temps. Donc, essayez de l'étirer. Mais tu sais, ces conseils-là, c'est si vous avez du reflux gastrique. Si vous n'en avez pas, puis vous êtes capable de manger 5 minutes avant de vous coucher, vous n'êtes pas obligé de ne pas manger 2 à 3 heures avant de vous coucher. Ça, c'est si vous avez un problème de reflux gastrique. Si vous n'en avez pas, moi, souvent, je vais manger 10 minutes avant, je me porte très bien. Une autre question, est-ce qu'il y a des aliments prouvés scientifiquement qui aident la cystite interstitielle? C'est une bonne question, je ne le sais pas. Est-ce que... J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je ne vous inventerai pas une réponse, là, je ne le sais pas. Je peux vérifier, puis vous le... On rajoute pas après. Des infections urinaires, on parle du jus de canneberge, là, je m'en vais dans ce point-là. Ça serait plus... les évidences ne sont pas très fortes. On a besoin... Il y a des extraits de canneberge qui se vendent. On a besoin de je ne sais pas si je vais dire le mot tout croche, là, anthocyanine. En tout cas, ce sont des molécules qui sont contenues dans les canneberges. On a besoin des concentrations assez élevées. Là. Donc, on a besoin de prendre les suppléments d'extrait de canneberge. Ça, il y a eu certaines évidences scientifiques. Mais parce que ça permet aux bactéries de moins s'accrocher à la paroi de la vessie. Mais c'est ce que je peux vous dire. On avait une question aussi. Quels sont les aliments qui demandent le plus d'énergie à digérer? À digérer, parce qu'il y a deux choses. Il y a être digéré, que ça se passe dans l'intestin, puis ensuite, il y a être métabolisé, que ça va se passer dans le corps, là, à ce moment-là, là, dans les tissus. À digérer, c'est surtout les lipides, les protéines. Même chose au niveau du métabolisme. C'est eux qui ont le coup. Et les glucides, c'est facile à digérer, c'est facile à utiliser comme source d'énergie. Vous savez, vous buvez un jus tout de suite, là, le glucose sanguin va monter. Là. Une autre question d'un autre ordre. Est-ce que l'acide hydrochlorique HCl de l'estomac va dénaturer les suppléments, coenzymes Q, etc.? Est-ce qu'on fait pour rien les suppléments non absorbés? Est-ce que ça va dénaturer le... Je pense pas que ça va le dénaturer. Je pense qu'il y a ça a quand même montré que ça se rend dans le sang. Là. À savoir, est-ce que ça se rend dans les tissus? Mais en fait, c'est une excellente question. Et c'est souvent la question, le problème qu'on a avec ces suppléments. Bien, premièrement, c'est vrai, est-ce qu'ils résistent aux enzymes digestives ou à l'acidité de l'estomac? Et une fois même s'ils se rendent dans le sang, là, ils vont où? Est-ce qu'ils vont dans le foie? Ils sont tous métabolisés et ensuite c'est fini. Donc, c'est une bonne question. Ça se rend où tout ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas trop. On a une longue question ici. Pour les personnes qui ont de nombreuses intolérances, problèmes digestifs complexes, rendant une diète équilibrée très difficile, est-ce que je présume qu'il est grandement recommandé de consulter une nutritionniste. Quels seraient vos conseils pour trouver une nutritionniste équipée pour traiter des problèmes de digestion complexes? Oui, moi j'ai travaillé longtemps dans le domaine des maladies inflammatoires de l'intestin, puis je le comprends. Là, on donne toutes ces recommandations-là, mais ça demeure que, par exemple, le patient avec la maladie de Crohn, à la fin, lui, on va lui dire de manger du pain blanc et lors de certaines phases de sa maladie. Donc, oui, ça demeure très complexe. Mon truc, c'est d'appeler ou d'écrire à l'ODNQ, l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec, et de demander les nutritionnistes près de chez vous là, qui font des spécialités de maladies intestinales ou troubles intestinaux complexes. Là.
Et plus que ça, oui, prendre rendez-vous avec les personnes, mais tu sais, prenez la peine de les appeler, puis peut-être que vous allez voir avec le contact, est-ce que cette personne-là là, répond à vos besoins là, pour telle problématique. Là. Mais en général, ce sont des professionnels bien formés là, qui devront, mais c'est sûr qu'il y en a qui ont des spécialités dans certains domaines plus que d'autres, mais communiquer avec l'ODNQ. Une question concernant la vitamine D. Quelqu'un qui nous dit après 1 an et demi, 3000 UI par jour. Les tests sanguins indiquent encore trop bas. Donc maintenant, il nous a dit qu'elle prend 4000. Qu'est-ce qui pourrait aider? Trop bas, ça veut dire quoi? Es-tu capable de me répondre le niveau? Madame Lee, trop bas. Parce que, tu sais, il y a quand même, on peut être en déficience, on peut avoir des niveaux sous-optimaux en bas de 75 nanomoles par litre, mais tu sais, si on est quand même en haut de 50, c'est quand même pas si pire. Qu'est-ce qui peut aider? Tu sais, ça demeure, il n'y a pas vraiment, les études montrent qu'il n'y a pas vraiment de différence de comment on prend la vitamine D, notre supplément de vitamine D. Mais ça demeure quand même une vitamine liposoluble. Donc, c'est soluble dans les gras. Donc, peut-être de le prendre avec, je ne sais pas comment vous le prenez, mais dans un corps gras, là, par exemple, là, en huile, ça pourrait peut-être, vous pouvez essayer ça. Il y a des gélules là, qui se prennent soit en capsule ou en huile. Merci Valérie Marcil pour cette belle présentation. Je rappelle à tous ceux qui ont écouté qu'elle va être disponible dès maintenant. Le Facebook Live va être sur le Facebook. Sinon, on va le mettre sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir écouter sans problème. Merci encore de ton précieux temps et on vous souhaite à tous une super belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup.